Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 15h à 16h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, fidèles auditeurs de notre émission, de votre émission Empreinte consacrée au livre, bonjour. Safia Belhoussine Zmirli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ah, c'est nous qui sommes contents de vous recevoir, surtout que vous venez d'une région qui nous est très chère, donc la Kabylie, Tizi Ouzou, c'est le chef-lieu. Oui. Comment vous avez laissé Tizi Ouzou ? Sous un beau soleil. Un beau soleil. Est-ce vrai que c'est une cuvette ? Je parle de Tizi ville. Oui, on l'appelle ainsi parce qu'elle est entourée de petites montagnes, ce qui fait qu'on dirait que c'est une cuvette. Et évidemment, ça influe sur son climat. Uniquement sur le climat ? Sur les êtres, ça n'influe pas ? Là, il faut peut-être... il y a du positif et du négatif, mais il faut peut-être une étude sociologique, ethnosociologique. Est-ce vrai aussi que la ville se vide à partir de 16h, 17h ? Tout dépend. Pourquoi elle se vide ? Parce que comme c'est le chef-lieu de Wilaya, beaucoup de citoyens des c'est les villages... chemins qui montent, les gens descendent. Non, le matin, ils descendent justement. Non, je parle du sud de la... Voilà, alors ils viennent, ils peuplent la ville pendant la journée. C'est vrai qu'elle est... on va même dire surpeuplé, mais après c'est vrai que vers la fin de l'après-midi, 16h, 17h. C'est ça, les gens commencent à repartir. Il y a encore de l'animation, oui, mais il y a encore les citoyens sont là, les étudiants sont là, il y a encore des endroits de la ville qui restent animés quand même. La nouvelle ville. Oui, un petit peu, le centre un peu moins peut-être, mais c'est animé. C'est pas aussi animé que la journée évidemment. Elle est optimiste. Elle est optimiste parce qu'elle est pédagogue et elle a un master en didactique de langue anglaise. Anglaise, oui. Alors, pour nos amis auditeurs, oui. Essayez de nous expliquer ce qu'est la spécialité en didactique. En fait, la didactique, c'est une science qui se penche sur la manière, qui conçoit la manière d'enseigner ou les différentes approches d'enseigner des matières spécifiques. Vous avez la didactique des mathématiques, la didactique de biologie et ainsi de suite, évidemment pour le système éducatif. Et cette spécialité, la didactique, a besoin d'autres domaines de recherche, la linguistique, la psycholinguistique, la psychologie, la pédagogie. C'est ça un petit peu, qui vont déterminer, qui vont nous aider en tant que didacticiens. À élaborer des programmes. Exactement. De canaliser un petit peu ou diriger un petit peu la manière d'enseigner, si on veut une approche interactive qui puisse encourager l'enfant à dépasser ses limites, à développer sa confiance en soi, son estime de soi, il y a une approche. Maintenant, si on veut rester dans les approches classiques où l'enseignant est le détenteur du savoir et l'élève n'est que le récepteur, c'est une autre approche. C'est ça, en fait, la didactique se penche sur la manière d'enseigner une matière, mais elle est basée ou elle s'inspire d'autres spécialités. Est-ce que la langue anglaise est difficile à enseigner, facile à acquérir ? Je pense que c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent, mais toutes les langues sont difficiles et faciles à acquérir. Tout dépend évidemment du contexte dans lequel on apprend cette langue ou on enseigne, et tout dépend aussi de notre motivation et de la personne qui nous enseigne et de l'approche. Didactique. Exactement, pédagogie, etc. Vous savez, c'est très difficile, par exemple, on peut considérer que le français est une langue difficile parce qu'il y a différentes orthographes du son feu, PH, etc. Comme il y a des termes difficiles ou des orthographes qui font que la langue anglaise soit difficile parce qu'il y a une orthographe qui est prononcée de différentes manières, tout comme Tamazight, tout comme la langue arabe, toutes les langues ont leurs petites difficultés. Mais, sincèrement, le rôle de l'enseignant
est primordial. C'est de faciliter oui, quand on est ouvert, quand on est ouvert, motivant, l'élève est inspiré, il s'intéresse et il fait des efforts, ne serait-ce que pour plaire à son enseignant, parce qu'il aime cet enseignant. Et quand on aime un enseignant, eh bien, on apprend sa matière. On aime sa matière. On vous a aimé ? D'après les retours, oui. Et je les ai aimés. Surtout. Je les ai aimés, toute tranche d'âge. Vous avez toujours le sourire, j'imagine, que merci, vous avez séduit merci. Avec un sourire angélique. Amis auditeurs, donc Safia Belhoussine Zmirli nous donne donc sa grille de lecture sur l'apprentissage de l'anglais. Et donc on apprend des choses. Vous êtes là pour l'ouvrage. Votre ouvrage, c'est 1er novembre 1954, Petite histoire dans la grande histoire. C'est tout un programme. Alors, c'est quoi ce 1er novembre 54, la petite histoire dans la grande histoire ? Eh bien, le titre, évidemment, 1er novembre 54, c'est clair. C'est le déclenchement de la Révolution, la guerre de libération. Petites histoires. Pourquoi petites histoires ? Parce que c'est des souvenirs racontés par des personnes, aujourd'hui qui étaient enfants pendant la guerre de libération et donc qui racontent comment ils percevaient cette guerre dont ils ne comprenaient pas les contours. C'est le vécu d'enfants pendant la guerre de libération. C'est un regard. On dit, petite histoire dans la grande histoire aussi, de toute histoire humaine qui évolue donc dans le décor de la grande histoire. C'est ça justement. Oui. Et comme vous dites si bien, c'est un regard ou c'est un angle de vue de cette guerre de libération qui est différent de tout ce qu'on sait déjà de la guerre de libération racontée par les anciens moudjahidines, les historiens, les essayistes, etc. Là, c'est des enfants qui parlent. Un regard nouveau. Je rappelle seulement à nos amis auditeurs et fidèles de la chaîne 3, nous avons fait des films sur la guerre de libération. Il y a eu un long métrage qui est constitué de plusieurs courts-métrages fiction qui s'appelle L'Enfer à 10 ans. Donc, c'est des enfants, la participation des enfants à la guerre de libération. Elle a été fait par un collectif donc, de réalisateurs algériens, dont Abdelrahman Bouguermour, et tant d'autres réalisateurs. Bien sûr, ça s'appelle L'Enfer à 10 ans. Et vous faites pratiquement la même chose parce que c'est un recueil de nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles. C'est raconté parfois par vos souvenirs. Et parfois, vous annoncez que c'est écrit par d'autres. Par d'autres, oui. Par d'autres, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est paru aux éditions L'Odyssée. C'est paru donc en quelle année ? 2024. En 2024, donc il est tout récent. Pour les 70 ans du 1er novembre. Du 1er novembre. Et c'est préfacé par Lazhari Labta, qui est poète, auteur, écrivain, connu, journaliste. Et qui a été aussi, qui avait aussi sa maison d'édition qu'on avait donc reçue ici dans l'émission, bien sûr, Empreinte. Oui. Il écrit, parlons de vous, Safia Belhoussine Zmirli, se remémorant des petites histoires liées à la lutte de libération nationale qui remontent à son enfance, décide de les intégrer à la grande histoire dont elles font clairement partie. Partant de son propre vécu ou des vécus rapportés par d'autres personnes, membres de la famille, proches des amis, hommes et femmes, la petite fille curieuse, espiègle, née dans les années 50 dans un petit village de la plaine de Chérif, devenue adulte, exigeante, excellente, enseignante d'anglais, doublée d'une bonne formation, passionnée de pédagogie, avec un art consommé de conteuse. Donc vous êtes une conteuse. Apparemment, oui. Une bonne conteuse qui, bien sûr, qui écrit. Quand je lis cette préface et la présentation qu'il fait de vous, ça m'a rappelé Assia Djubar, notamment dans le film sur Nouba, des femmes du chinois, où elle fait parler des anciennes les femmes qui ont combattu. Les Chinois qui ont fait la guerre de libération nationale. Exactement, donc, c'est un peu... C'est un honneur pour moi que je sois d'être comparé à Assia Djubar. Un rapprochement. Oui. Il y a de ça, vous savez. On n'invente rien.
On n'invente rien, hein. C'est-à-dire ce titre, je l'ai déjà, la petite histoire dans la grande histoire, on en parle. Et je vous ai parlé donc de l'exemple de film qui existe, L'Enfer à 10 ans. Oui. Et effectivement, la référence à Zanzibar n'est pas fortuite. C'est-à-dire elle est réfléchie, surtout venant de moi. Donc je suis quelqu'un de réfléchi. Voilà, donc... et il dit, c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai envie de le souligner, tout est parti d'un souvenir raconté un jour par Safia à la radio et qu'elle couchera sur papier. Alors, c'est qui Safia ? Safia, eh bien, c'est moi, bien sûr. Bien sûr. Et la Safia qui a vécu le souvenir dont il parle ici, eh bien, c'est la Safia qui avait 5-6 ans pendant la Révolution et qui, à l'occasion d'une émission radiophonique, toujours de la chaîne 3, a raconté un souvenir, le premier d'ailleurs dans ce recueil. Le premier, c'est la mezzanine. C'est la mezzanine, oui. Ouais. Voilà, j'ai raconté un petit peu, et puis après, dès que j'ai fini, j'ai pianoté sur mon clavier, j'ai transcrit mon souvenir. Et puis de là, vous savez, petit à petit, quand vous remémorez un souvenir, d'autres arrivent, et ainsi de suite. Et ça a fait une petite série. Et après mon passage à la radio, d'autres m'ont contacté, par l'intermédiaire de la chaîne 3 d'ailleurs, pour me raconter ce qu'eux ont vécu. Et certains récits, justement, sont dans ce recueil. Très bien. Souvenirs. Donc, c'est ce qu'on appelle la petite innocence qui raconte la grande histoire. Ah oui, tout à fait. C'est la petite innocence. Tout à fait. Et donc, Safia nous raconte la première nouvelle, c'est la mezzanine. Oui. C'est vraiment émouvant aussi comme histoire, parce que c'est la découverte de la guerre, des rafles. C'est la découverte de cet environnement, oui, de ce climat, oui. De guerre, de Exactement. La peur, des premières angoisses d'enfants. On ne sait pas ce qui se passe, mais... Ça. On ne comprend pas cette atmosphère tendue, pesante, les adultes qui parlent en conciliabule, des termes qu'on glane comme ça, quand on joue, pendant qu'on joue, on entend les adultes parler, etc. Mais ce n'est pas véritablement la découverte de la guerre, c'est, on va dire, je ne sais pas si on peut dire apprivoiser cette atmosphère de guerre par l'enfant. Oui. Alors, la concrétisation ne se fera que bien plus tard. J'aime bien votre façon cette entrée en matière, j'ai vraiment adoré. Avoir rencontré un Moudjahid, est-ce un privilège ? Vous posez cette question et la réponse, elle fuse. J'attends pas, elle fuse et vous écrivez « Oui, je pense, car il aura concrétisé ce que nous avons tous dans notre imaginaire d'enfant. » Alors, c'est votre imaginaire déjà d'enfant, il est déjà empli des hauts faits de ceux qui sont au maquis. À cette période-là, notre imaginaire, c'était plutôt les jeux, les contes que ma mère nous racontait. Et donc, dans notre imaginaire, les héros des contes, l'ogre, etc., on se les dessinait dans notre imaginaire. Mais cet imaginaire de l'enfance, vous avez bien dit l'innocence qui raconte la guerre de libération, cet imaginaire de l'innocence était de temps en temps, il y avait des intrusions de quelque chose qui n'aurait pas dû appartenir à l'imaginaire. Et ce sont justement ces termes qu'on entendait, c'est França, le Moudjahidine, l'Askar, le militaire. Dans le village où je suis née, on disait le militaire, Moudjahid, mais c'était des mots presque tabous. C'est-à-dire entre nous, on ne se les répétait pas. Parce qu'on les entendait, mais on ne nous les disait pas. On les entendait. Vous le dites si bien, vous l'écrivez plutôt si bien. Vous dites, alors, lequel d'entre nous naît un peu avant ou juste au début de la Révolution, on n'a pas entendu des adultes parler à voix basse. Oui. Déjà, le secret à voix basse de ces moudjahidines qui combattaient França, oui, d'un jeune homme arrêté chez lui, Rfdo, d'un autre mort sous la torture. C'est déjà, l'innocence, c'est déjà, n'y est plus presque. C'est l'innocence volée, je dirais même violée, tout à fait. Absolument. Youssef Merrahi, avait, quand il a fait une petite chronique concernant cet ouvrage. Un grand ami du livre. Tout à fait. Il avait écrit que ce recueil confirmait
le fait que notre enfance avait été volée. Voilà, par la colonisation et la guerre, évidemment. La guerre justifiée, évidemment. On a mené la guerre pour qu'aujourd'hui nous soyons là, vous et moi. Absolument, oui. Voilà. Ils ont mené la guerre. Jamais j'aurais occupé ce poste que j'occupe. Tout à fait, moi non plus, jamais j'aurais été didacticienne. Au mieux, j'aurais été un bon berger, j'aurais joué de la flûte. Exactement, oui. Ouais, donc... Oui. C'est vrai. Gloire à nos martyrs. Exactement, on leur doit... Respect éternel à tous ceux à nos martyrs, à tous ceux qui ont combattu pour que l'Algérie soit ce qu'elle est. Ce qu'elle est, donc libre et indépendante. Oui. Bien sûr, tout le monde a été touché. Donc cette enfance a été touchée, violée, violentée. Et l'enfant, à sa manière, a participé. Il y a des hauts faits donc, où des enfants ont participé à cette guerre de libération. Oui. Il a servi au moins, vous racontez dans d'autres, on va arriver progressivement, ceux qui transportaient dans leur cartable des grenades et d'autres balles, des munitions. Mon petit frère a dormi sur des grenades. Sans qu'il le sache. Il était bébé. Sans qu'il le sache. Voilà. Donc, disons qu'il a contribué. Ouais. D'autres ont fait beaucoup plus que ça. Comme vous dites si bien, on va y arriver. C'est-à-dire tous les subterfuges étaient bons pour que le message passe ou que l'arme passe, etc. Et dans cette innocence, une description incroyable, c'est-à-dire que vous l'avez écrit ça une fois adulte, et vous faites appel à votre mémoire quand vous aviez à peine 6 ans. Oui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui reste vivace. Enfoui d'abord, au fin fond de la mémoire, puis il y a un déclic qui a lieu. Il y a un disque dur quelque part. Voilà, il y a un déclic qui a lieu, et puis au fur et à mesure, des détails arrivent, petit à petit, ce qui permet justement de resituer l'événement qui a été déclenché comme ça. On le resitue et ça fait ce qu'on a raconté là. Vous rendez hommage à votre père et vous disiez... Les militaires repartaient toujours déçus. Bredouilles, déçus. Parce qu'il arrivait toujours à détourner leur attention. Oui, il a joué, d'ailleurs je le raconte dans un autre récit. Voilà, où il a... Alors expliquez tout ça à nos auditeurs, ils n'ont pas le livre sous les yeux. Oui, eh bien, en fait, mon père était surveillant de chantier forestier. Et donc tous les matins, il rejoignait son lieu de travail qui était dans la forêt. Et cette forêt, bien sûr, protégeait aussi les moudjahidines. C'était un petit maquis en dehors du village où j'ai grandi, où je suis née, j'ai grandi. Mon père était instruit, il avait le certificat d'études primaires. On retrouve un peu ça dans le film L'Opium et le bâton. Oui. Le garde forestier qui était interprété dans le film L'Opium et le bâton par notre grand comédien Hassan Hassani. C'est ça. Et quand le docteur... Il a interpellé en disant c'est ça, c'était le mot de passe en fait. C'est le mot de passe. C'était le mot de passe. Donc, et c'était d'ailleurs, je pense, national cette expression. Voilà, c'est-à-dire le garde forestier était insoupçonnable, donc il passait. Tout à fait. Donc mon père était surveillant de chantier, donc, et il jouait, donc il était l'intermédiaire entre le village et le maquis entre guillemets. Il transmettait les informations qu'il écoutait à la radio, qu'il lisait dans les journaux aux Moudjahidines, au relais qui était avec les Moudjahidines, parce que lui, il n'allait pas à la rencontre des Moudjahidines. Il y avait peut-être un agent, un ouvrier c'est un autre agent. qui était le messager, et mon père était le messager de son chantier vers la ville. Et en ville, justement, il jouait le double jeu, c'est-à-dire il était très bon copain avec... les colons. Et tout. Enfin, quand je dis bons copains, de très très bons rapports. Il était dans l'obligation d'avoir de bons rapports pour pouvoir faire l'autre mission cachée c'est ça. Mais je pense qu'il était de toute façon un peu suspecté, il y avait de la suspicion. C'est pour ça que de temps en temps, les soldats venaient, ils entraient à la maison... etc. Et c'est au moment où on sentait qu'il allait y avoir une rafle, où les adultes sentaient qu'il allait y avoir une rafle, que l'agitation très, très
angoissantes se déroulaient à la maison. Pour moi, elle était angoissante parce que je comprenais pas le manège que mes parents jouaient, enfin à quoi ils jouaient, pendant que l'armée était, on entendait les pas saccadés des militaires le long des maisons. Et donc voilà, moi je comprenais pas, mais en réalité, mes parents cachaient des armes, ils cachaient des... Très bien, vous ne comprenez peut-être pas, vous décrivez cette peur, cette angoisse. Vous alliez tous vous regrouper autour de la maman, blottie. Oui. Vous et vos frères, Et on arrive à cette deuxième nouvelle, la fameuse paillasse, la paillasse. Oui. La paillasse, c'est, on va le dire à nos amis auditeurs, c'est là que votre père, surtout, donc cachait les grenades qu'il devait acheminer après au Moudjahidine. Oui. Et c'est le frère qui était bébé. Bien sûr, c'est une façon de le cacher aux militaires qui venaient faire de temps en temps des rafles. Oui. Et vous écrivez, avec votre naïveté, j'adore moi cette innocence, je me demandais, en parlant des militaires qui venaient faire des rafles, je me demandais à chaque fois comment ces askars pouvaient se déplacer dans le noir et même défier le couvre-feu. Étaient-ils des privilégiés ? Bien sûr, à cet âge, on ne peut pas imaginer que c'était eux-mêmes qui imposaient ce couvre-feu. Bien sûr. Ce couvre-feu. Bien sûr, oui. Ça vous fait sourire tout ça, c'est-à-dire c'est l'innocence qui vous fait sourire. Oui, et puis après l'apparition de l'ouvrage, mes frères aînés, donc qui ont vécu ça beaucoup mieux, parce qu'ils étaient plus âgés, ils comprenaient et ils avaient beaucoup plus de détails. L'un de mes frères me disait, mais moi, à l'indépendance, j'étais étonnée que l'on puisse sortir après 18 heures, ou je ne sais pas l'heure du couvre-feu. Il me disait, pour moi, je ne savais pas qu'il y avait une vie au-delà de l'heure où il fallait rentrer chez soi et ne plus sortir, ne plus bouger, pour vous dire. Lui-même, il ne savait pas qu'on pouvait vivre sans couvre-feu. Sans couvre-feu, voilà. Et puis j'imagine à cet âge-là, on pouvait même se demander est-ce qu'il y avait une vie après l'école ou en dehors de la maison. C'est ça. Donc, alors, la question que j'ai envie de vous poser quand on lit vos nouvelles, pourquoi vous avez transcrit le mot askar, rfdou, donc des mots que vous n'avez pas voulu utiliser, donc au lieu de askar, militaire, etc. Vous avez tenu à ce que garder ce vocable qui était utilisé dans... vous savez, c'est la langue... Est-ce que c'est parce que c'est plus fort? Est-ce que c'est... c'est les mots qu'on a entendus. Oui. On n'a pas entendu les soldats, ni les combattants, ni il a été arrêté, ni il a été... non, c'était... ni il est mort en martyr. On entendait Met Shahid, Moudjahidine, França, l'Askar, Rfdou, ça veut dire il a été arrêté. Dans le village où j'ai grandi, c'est la région arabophone de l'Algérie. Donc c'est ces termes-là qui arrivaient à mon oreille. Bien. Donc, mais il y a la traduction en bas de page pour expliquer. Non, oui. On comprend. Pour ceux qui n'ont pas le livre entre les mains. Vos premiers lecteurs, c'est d'abord des Algériens. Donc, tout à fait. Le dernier des Algériens, c'est ce que veut dire Askari ou le Merja. Oui. Bien. Alors, l'avantage que nous avons avec vos nouvelles, c'est qu'elles sont vraiment concises, courtes, c'est direct, c'est des petits contes. Oui. Écrites à la manière des petits contes, vous voulez à tout prix attirer l'attention de vos lecteurs, de ceux qui vous écoutent. Oui. Parce que vous leur racontez des faits qui ont existé. Je pense que c'est l'une des meilleures manières, et ça en revient à la didactique, l'une des meilleures manières d'insuffler l'intérêt à l'histoire à nos enfants. C'est-à-dire, pour les aider à s'intéresser à cette matière, c'est l'une des meilleures manières, c'est raconter, les emmener lors d'un événement, raconter un petit peu ce qui s'est passé, etc. Au lieu d'avoir ces cours magistraux et les livres et les résumés à retenir, etc. Ça fait partie justement de la didactique. Ça, c'est le pédagogue qui parle. Voilà. Maintenant, conter... Lazari Lapter m'a décrite en tant que conteuse et narratrice. Je confirme. Je pense que j'ai peut-être cet avantage. Vous avez raconté des histoires, des contes à vos enfants? Oui,
Oui, oui, oui. D'abord, j'ai lu des contes à mes enfants. Le livre les a accompagnés depuis leur naissance, hein, il faut dire comme moi aussi. Et puis, les contes, oui. J'avais même inventé un conte pour ma fille aînée. Dommage que je ne l'ai pas transcrit comme j'avais fait pour... Ce n'est jamais trop tard. J'arrive pas, c'était avec tous ces jouets d'animaux, etc., où je lui ai imaginé un conte dans la forêt, etc. Mais je pense que c'est vrai, beaucoup de ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était un ouvrage facile à lire. Oui. J'ai eu même une rencontre avec des élèves de première AS, donc des adolescents, qui ont lu l'ouvrage et la rencontre a été très très intéressante. J'imagine. Donc on va dire que c'est motivant. C'est-à-dire c'est motivant, on lit ça du traite. Non, pas du tout, on lit du traite et on attend de vous d'autres ouvrages. Et on arrive à Ahoulik. Et ça me fait toujours... je sais pas, ça m'interpelle, ça me fait rire et en même temps c'est beau. Je trouve que c'est beau. Oui. C'est comme si c'est un message d'appartenance. J'appartiens à cette langue. J'appartiens à ce lexique, à ce vocable. Oui, parce que... à cette terre à cette terre, quoi. Oui, c'était Ahoulik. Ahoulik. C'était comme ça, c'était les hommes qui scandaient ces deux paroles. Ahoulik, dans un quartier, je le décris, il y avait 3 quartiers dans le village. C'est ça, les quartiers indigènes. Et, voilà, c'était un au sud, nous on était au centre, il y avait un au nord, et c'était Ahoulik, les voix d'hommes qui hurlaient Ahoulik. C'est un avertissement. En fait, je sais pas, c'était une manière de provoquer les militaires. C'était une manière, et ça a été un jeu, un chassé-croisé, quand le quartier où je vivais moi scandait, donc les soldats ils venaient et ils le quadrillaient. À ce moment-là, c'était le calme plat, c'était le silence de mort dans mon quartier, et c'était le quartier sud qui relançait la même chose, et après c'était le quartier nord, et ainsi de suite. Ça a été comme ça un chassé-croisé. Et moi, je ne comprenais pas, d'ailleurs, je dis, pourquoi les femmes font des youyous de nuit, chacune dans sa maison. Pour moi, les youyous, c'était pour les mariés. Donc, j'étais... Alors, avec une petite nouvelle comme ça, vous battez en brèche tous ceux qui disent on a vécu en harmonie, le peuple vivait en harmonie avec les autres, avec d'autres communautés, la communauté française, maltaise ou espagnole. C'est pas vrai tout ça. Non. En fait, voilà, en réalité, vrai, non. Bien sûr. En réalité, non. Non. Et quand je lis, parce que c'est facile à lire maintenant, comme ça, dans les Ansques, les quartiers indigènes du village colonial, il fallait le vivre. Oui. C'est pas évident, les gourbis. Exactement. Alors que les autres occupaient des vraies maisons. Oui. Les petites maisons qui longeaient la route nationale. La preuve, enfant, c'est un détail qui vous a marqué. Je commençais, je pense, à réaliser cette différence. Il y avait l'autre différence, c'était la tenue vestimentaire de nos mamans qui étaient avec, à l'époque, Serwal Shelka ou le Kasaka. C'était ça, et une petite meherma, on va dire, dans le village où j'ai grandi. Hein. Après, vous avez certaines qui étaient un peu mieux vêtues, voilà, que d'autres, celle des Gourbis par exemple. Et puis vous aviez donc le quartier dont je parle, qui est le mien, c'était une cité. C'était des maisons attachées. C'était pas des maisons, c'était des petites, voilà, le produit cancérigène, j'ai oublié. Des préfabriqués. C'est ça. Ouais. J'ai oublié le terme. Le Merja, c'était des Gourbis. C'est ça. Et le quartier de Sinistri, c'était, on va dire, des petites maisonnettes qui étaient construites avec peut-être de la brique ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà. Donc, alors que les colons, ils avaient leurs maisons, de belles fenêtres, des portes, des jardins. Et puis ils avaient les fermes, ils avaient les champs dans lesquels beaucoup de villageois allaient travailler. Donc ça aussi, je m'en souviens. Après, vous avez à l'école aussi. Bon, c'est vrai que moi, je n'avais pas véritablement décelé de différence. J'étais encore trop petite. Trop jeune. Mais je voyais mon frère pleurer à la remise des carnets scolaires et mon père en train de le consoler parce que, au lieu d'être premier, il était classé deuxième. Et pour lui, le premier, c'était un colon, le fils d'un colon, et il fallait pas. Pour lui, il fallait pas.
Et vous dites aussi dans une autre nouvelle qu'il fallait parcourir donc toute une distance Oui, et que un de vos frères ou d'autres Oui. des quartiers indigènes allaient les pieds nus en plein hiver. exactement, oui. Mais ça Oui, aussi, oui. beaucoup Oui. d'Algériens Oui, oublient cette réalité. oui, je le raconte pas Non. dans ce recueil, mais dans des souvenirs Il y a- d'enfance scolaire. Oui, oui. Il y a dans C'est la petite de Kabylie C'est ça. qui disait que beaucoup partaient pieds nus parce Pieds qu'il nus, fallait ouais. traverser, etc. C'est clair, on le voit aussi dans les photos. Mais moi, je le racontais dans l'un de mes souvenirs scolaires où je disais, nous étions 2 à aller à l'école ce jour-là parce qu'il pleuvait à torrent. Et pourquoi étions-nous 2 ? Parce que les autres camarades n'avaient pas de quoi se couvrir et n'avaient pas de chaussures. Nous Ouais. étions 2 à aller à l'école ce jour-là. C'est ça. Donc, Donc, vous êtes quand même habité par la guerre, la guerre de libération, par les foyers qui sombraient dans l'obscurité totale, où une petite lueur de bougie faisait un peu le bonheur des enfants. c'est ça, oui. C'est quand même tout ça qui mérite, moi je suis convaincu, qui mérite d'être connu des nouvelles générations. C'est sûr. Moi, je pense que c'est très important parce que, déjà, vous parlez bien qu'on a vécu... En fait, c'est des traumas. C'est Oui. des traumas qu'on entraîne jusqu'à l'âge adulte et beaucoup sont partis avec. D'autres ne veulent pas en parler, mais d'autres éprouvent ce besoin. Et disons que j'ai ouvert une brèche ici, en racontant mon souvenir à la radio déjà, j'ai ouvert une brèche aux personnes qui m'ont confié leurs souvenirs. Et je pense que c'est une manière aussi de se soulager de ce trauma. C'est un poids. C'est Mais ça. en tant que pédagogue, oui, il est facile à lire. Vous dites bien c'est des contes, vous dites bien c'est des nouvelles. On va dire que c'est très accessible et c'est une manière peut-être indirecte de dire aux générations d'aujourd'hui, écoutez, il y a eu un vécu par des enfants comme vous, qui n'a peut-être pas été suffisamment raconté et transmis. Par C'est vos important. parents, par vos grands-parents. C'est ça, Et attention à ce qu'on vous raconte. Voici Oui. la réalité exactement. du fait colonial. Tout à fait. Il faut insister Et sur... pendant ma rencontre avec les premières AS, 2 ont raconté ce que leurs grands-parents leur ont raconté. Très bien. Bon, j'étais très émue et je leur ai dit, écoutez, vous avez tous des grands-parents, demandez-leur de vous raconter ce qu'ils ont vécu, prenez des notes et on se retrouvera pour peut-être les aider à rédiger eux-mêmes. ce Ça, que c'est un bon grands-parents. exercice, Voilà. effectivement. Oui. Alors, il y a beaucoup de fantaisie dans le choix de vos titres. La Oui. boîte magique, j'ai Oui. trouvé ça, Raomlik, la boîte magique. Voilà, oui. En fait, presque tous, en Oui. réalité, mis à part 2 ou 3 qui Oui, ont, on va oui. dire, un titre un peu qui rejoint le Non, mais classique. tous. Pourquoi Parce que ces mots-là ont joué un rôle Tire-boulette. important. Voilà. Tire-boulette, par Ont exemple. joué un rôle important dans ce récit-là. Tire-boulette, pourquoi tire-boulette ? C'était le jeune Khalil qui racontait son histoire des drapeaux et du C'est ça. sergent, le sergent de l'armée coloniale. Pourquoi tire-boulette ? Parce que grâce au jeu de tire-boulette, il y avait des saisons, vous le savez très bien, on Bien avait sûr. des saisons de jeu. Grâce au jeu de tire-boulette, il cassait les lampes des poteaux électriques qui illuminaient les venelles du C'est village ça. de Kabylie. Il cassait les lampes sous le conseil d'un adulte. Toujours, Et il bien sûr. se demandait pourquoi un adulte les aidait, leur proposait encourager. de commettre un méfait, alors que d'habitude on était battu pour le moindre méfait. C'était pour permettre Eh aux bien, Moudjahidines, oui. Donc bien sûr, la tire-boulette ou le tire-boulette a joué un rôle dans Une ce arme. récit. Voilà, dans ce récit. permettre aux Moudjahidines de circuler, donc C'est le ça. soir venu. La boîte magique, comme vous Alors, le pour citez. rester dans les titres, il y a Oui. aussi les ballerines dorées. Voilà. Alors, dans cette ambiance, climat de guerre, on parle de ballerines dorées. Oui, C'est vraiment de la fantaisie que vous prenez, là, Madame Safia Belhoussine Zmirli. peut-être que quand on a le titre, vous savez, vous anticipez sur le contenu et après vous êtes pris Mais à vous êtes pris contre-pied. contre-pied. On- Pourquoi on- les on est ballerines pris. dorées ? Parce que Zahia qui raconte donc son souvenir de son frère mort au maquis,
dans la photo et sur... Je crois que, pour suivre un peu la chronologie, on laisse le suspense, on revient à la boîte magique. Ça, je trouve aussi... Allez, on va te... Alors, la boîte magique... C'est fantastique, c'est vraiment magique parce que... Pourquoi? Allez, on va le dire. Vous parliez de la radio. Oui, du post-radio. Post-radio, cette boîte magique, c'est vrai. On l'appelait Sundouk al-Ajab, c'est ça? Ben oui. Sundouk al-Ajab, c'est surprenant d'entendre des voix alors qu'on a un petit meuble. C'est ça, et c'est un joli meuble dont j'ai hérité d'ailleurs. Qui émet des voix. Voilà. Mais vous ne parlez pas de n'importe quelle voix. Vous parlez de la voix de l'Algérie libre. C'est ça. C'est quand même... Oui. Vous avez réussi à introduire ça dans une petite nouvelle. Ça, c'est vrai, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Oui. C'est la voix de l'Algérie, saute l'arabe, saute le Jazaïr. Pourquoi? Parce que mon père a acheté donc cette radio c'est un petit meuble que je décris silencieusement, religieusement, parce que j'étais émerveillé déjà par la réaction de mes frères quand ils ont vu mon père déballer ce poste radio avec un pick-up, un tourne-disque en haut, au-dessus. Donc, je comprenais pas. Et puis après, quand mon père l'a allumé, j'entendais des voix, après des chansons et tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est? D'où viennent toutes ces personnes? Où habitent-elles? Comment vivent-elles dans cette boîte? J'étais émerveillée. Par rapport à cet émerveillement, parallèlement, il y avait le calfeutrage de la maison. Je ne sais pas à quelle heure avait lieu la diffusion de Saut al-Arab. Oui, c'était le soir. Non, le soir. Je sais que c'était le soir, pendant la nuit, où il fallait justement à ce moment-là... Silence. Ah oui, il fallait un silence de mort parce que mon père devait écouter avec la radio très, très, très... le volume très bas pour ne pas être entendu, parce que c'était le couvre-feu, pour ne pas être entendu. Il cachait la lumière verte que je décrivais en couleur jade, il l'a caché, il fallait qu'on se taise pour qu'il puisse écouter les informations parce que le lendemain, il allait transmettre, il racontait ça aux voisins et il transmettait les informations. Acquis de droit, voilà. Tous les réseaux de soutien aux Moudjahidines. Alors, il y a aussi toute cette atmosphère qu'il y a de la guerre et vous vous rappelez quand même des choses assez croustillantes, anecdotiques. Oui, anecdotique, mais c'est croustillant et puis il y a une réalité. Le week-end était quand même le week-end en dépit de ce climat de guerre. Oui. Le père qui demandait chaque dimanche à votre mère où est son serwal ta'al bilaj. Oui. C'est-à-dire le dimanche il fallait se mettre en tenue. Le pantalon tergal et la chemise parce que d'habitude il avait sa tenue forestière. C'est ça. Donc serwal bilaj, il mettait un béret. Oui. Béret basque. Voilà. Et il allait blaguer, je ne sais pas quoi, avec les colons. C'est ça. Donc, mais il n'oubliait pas son devoir. Tout à fait. Et vous avez des petites illustrations. Pourquoi vous avez pensé à ces petites illustrations? On voit une petite photo du poste radio. Je me suis dit, celui qui va lire, aujourd'hui le poste radio n'existe presque plus. C'est vrai. Il aura déjà une idée. C'est la radio dont je parle dans le récit. Hein. C'est la radio dont je parle. Hein. C'est celle-là que mon père avait achetée. Et pour qu'ils aient une idée un petit peu de la forme d'un poste radio. Aujourd'hui, le poste radio, il est sur notre smartphone. Ouais. Pour ceux qui écoutent la radio. Et donc, ou alors un transistor. Mais il n'y a plus... Ces postes maintenant, c'est un objet d'antiquité. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est encore le souvenir d'enfant ou c'est maintenant. Parce que ce que vous écrivez en conclusion de cette nouvelle qui est donc... la boîte magique. La boîte magique, de ces instants solennels, je garde le souvenir d'une voix pleine d'entrain et de conviction, parlant une langue inconnue qui semblait captiver mon père. Je me souviens aussi d'avoir été bercé par les refrains particuliers et au rythme saccadé. Il différait des chansons que ma mère avait pris l'habitude d'écouter en journée. Plus tard, ces refrains allaient s'avérer être des chants patriotiques tels que Min Jibalina, Jazairuna ou Watani al-Akbar et bien évidemment Hassanan. Oui. Ça vous fait une chute merveilleuse. C'est Merci. Un rappel patriotique Merci. Oui. de cette radio
qui était, c'est quoi? C'était notre oxygène, notre remède à cette... c'était une radio qui alimentait encore l'espoir, qui donnait l'espoir à tous les Algériens. Oui, oui, oui. Et qui, pour les adultes, mais pour nous, ça a inoculé autre chose. Je l'ai bien dit, j'ai été bercée par ces chants, comme j'ai été bercée par les chansons que ma mère écoutait dans la matinée pendant qu'elle vaquait à ses occupations. Elle mettait la chaîne 1 ou la chaîne 2. Et mon père mettait la chaîne 3 pour les informations, mais l'émission qu'il écoutait le plus, c'était justement la voix de l'Algérie libre. Et il y avait donc des chants patriotiques. Il n'y avait pas que les chants patriotiques algériens, il y avait aussi tous les chants tunisiens, etc. Égyptiens. Voilà. Ah ouais. Il y avait quand même d'autres airs. Alors, on arrive à la quatrième ou la cinquième, plutôt la septième donc nouvelle, ça s'appelle l'assiette. Alors là, vous nous prenez vraiment à contre-pied. On est l'assiette, on pense à un plat, on pense à ce que... Et on découvre que vous avez probablement deviné que le tissu était de couleur rouge et que la forme géométrique qui avait donné tant de mal à mon père n'était autre que l'étoile de notre cher drapeau. Ma mère était la seule indigène du village à posséder une machine à coudre. Elle avait pour tâche de confectionner autant de drapeaux que possible afin de les distribuer aux voisins, adultes et enfants, le jour où on fêterait notre indépendance. On a toujours entretenu cet espoir, et c'est comme si la victoire était déjà dessinée. Planait déjà. Oui, je pense qu'ils y croyaient. Écoutez, si on n'y avait pas cru, si ils n'y avaient pas cru, je veux dire, ceux qui ont initié le déclenchement, ceux qui ont précédé ce déclenchement, parce que c'est tout un processus de prise de conscience, de nationalisme, de naissance. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des insurrections. Oui, etc. Donc c'est tout un cheminement, et je pense que si il n'y avait pas cru, eh bien, je pense que la guerre de libération aurait certainement eu lieu bien plus tard, ou n'aurait peut-être jamais eu lieu. Et ça, c'est très important. Je pense qu'ils y croyaient. Si on devait aujourd'hui apprendre aux nouvelles générations l'importance de ce drapeau, l'amour qu'on doit porter à ce drapeau, je crois qu'il faut leur faire lire c'est l'assiette. Merci, oui. Sincèrement, mine de rien, vous amenez le lecteur progressivement à saisir, d'abord, c'est dans la clandestinité qu'il est fabriqué, la signification des trois couleurs, et en face apporter pourquoi on le préparait, on le confectionnait, pour un jour pouvoir le brandir fièrement. Exactement. Et puis ce drapeau qui rappelle que le premier qui l'a porté, le jeune scout de Sétif, des massacres de 8 mai 45. Suivi par Salih Awatiki à Bellecour en 61. Absolument, donc avait porté ce drapeau. Je reviens juste à l'assiette pour expliquer un petit peu le titre insolite. En fait, l'assiette, c'est mon père utilisait une assiette renversée pour tracer le croissant. Mais moi, je ne savais pas, je voyais juste l'assiette renversée. Il traçait le cercle et ensuite il déplaçait un petit peu, il l'a décalé un petit peu, il traçait un autre cercle. Mais en fait, c'est plus tard que j'avais compris que c'était pour dessiner le croissant. Donc pour moi, le rôle de l'assiette, d'abord, je ne voyais pas pourquoi mon père utilisait une assiette. Donc ça m'intriguait, et puis donc elle a joué un rôle quand même dans... Important. Absolument. Amis auditeurs, donc vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres. Elle est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout et réalisée par notre ami Kamel Oularbi. Et nous sommes avec Safia Belhoussi qui nous fait revivre donc ces souvenirs d'enfants, donc ces petites histoires dans la grande histoire de notre guerre de libération nationale. Et nous arrivons à un émouvant hommage que vous rendez à Izmirli. Oui. C'est émouvant parce que quand on lit cette nouvelle, on ne s'attend pas à cette chute aussi. Vous utilisez les codes et les secrets du conte. Peut-être, je m'en rends pas compte vraiment. Parlez-nous un peu de cette nouvelle. De ce souvenir, oui.
En fait, c'est la jeune sœur de ce Ekli Zemirli qui raconte. Oui. Et le titre de ce récit, c'est Les ballerines dorées. En fait, c'est grâce aux ballerines dorées dont elle avait rêvé. Elle les avait vues en vitrine, ou bien elle avait des camarades qui les portaient, certainement des camarades européennes, d'origine européenne, qui les portaient, et elle en rêvait. Et justement, c'est avec la promesse de lui acheter ces ballerines dorées que Ekli a fait venir sa jeune sœur, donc Zahiya, à Tizi Ouzou. Ils étaient à Bouzerea. Mon beau-père était exilé. Il était interdit de séjour à Tizi Ouzou pour ses activités militantes, évidemment. C'est ça, bien sûr. Donc, elle est allée avec lui à Tizi Ouzou et au fil du temps, il l'a initiée, enfin, il l'a mise dans le secret de son militantisme ou de son activisme. Elle a joué quand même le rôle de guet. Elle a fait le guet pendant qu'il transmettait soit des documents, soit des armes, soit il recevait des documents et des armes. Et puis, bien sûr, elle raconte comment il est venu à l'improviste un jour pour annoncer qu'il allait partir à un décès en montagne. Et finalement, il était parti au maquis. Et puis, quelque temps après, ils apprirent la nouvelle qu'il était tombé en martyr. Et il avait 20 ans. Voilà, la chute, c'était ça. Il avait 20 ans, voilà. Donc, et il avait répondu à l'appel de l'UGMA et de ce que Abban Ramadan avait dit. C'était avec des diplômes, on ne fera pas de meilleur cadavre. Voilà. C'est ça. Donc, alors, c'est comme ça, une succession de nouvelles, et on arrive à celle qui raconte, j'ai oublié son nom, elle dit que vous avez compris que j'ai perdu ce jour-là mon innocence. Oui. Quand elle se cachait dans le tonneau. Oui, en fait, beaucoup ont perdu leur disent, innocence. Voilà, qu'ils entrent dans le monde des adultes, le monde violent des adultes, bien sûr, c'est un monde alors violent. qu'ils sont encore enfants. Oui, le tonneau percé, bien sûr. Le tonneau percé, parce que justement, ce tonneau, elle l'utilisait pour amuser son petit frère. Pourquoi percé? Parce qu'ils entraient dedans et ils le faisaient rouler. Donc, le tonneau qui était percé, à chaque fois que le trou faisait face au ciel, elle voyait un bout de ciel. Et c'était ça son jeu. Elle m'avait raconté ça. Et c'est une fille qui a grandi dans le village où je suis née aussi. Elle est encore en vie. Et donc, pourquoi percer? En fait, j'ai fait l'association entre ce trou dans le tonneau qui était leur jeu, leur jouet, avec le résultat ou les suites de la torture de son frère aîné, qui activait aussi, qui avait été torturé. Et la torture a fait qu'il est rentré à la maison avec 2 trous sous la mâchoire. Et c'est là que j'avais fait l'association entre le lien. Voilà. Bien, question. Est-ce que vous aimez le café noir? Je ne suis pas très café, mais... Donc vous n'êtes pas comme Wardia. Exactement, la moulinette. Mais les odeurs et tout, oui. Boire du café noir, quel rêve. Oui, parce que c'était une enfant. Oui. Dont la mission était de moudre le café dans la moulinette. Donc le titre du récit, c'est la moulinette. Et elle rêvait de pouvoir un jour déguster ce café, l'arôme dont elle connaissait l'arôme. Eh bien, elle raconte que... Alors, sa conclusion, on peut vous l'attribuer, parce qu'elle vous ressemble aussi. Aujourd'hui, avec un peu plus de 60 ans de recul, l'arôme du café me renvoie toujours à ces 2 souvenirs simultanés. L'impatience de grandir afin de pouvoir enfin apprécier cette boisson mythique et les affres de la guerre qui a laissé des stigmates en chacun de nous. Oui. Ça s'oublie pas. Du tout. Stigmate. Heureusement qu'il y a l'arôme du café. Oui. Qui atténue un peu. Oui, c'est sûr. C'est très agréable. Safia Hossein Zmirli, bravo pour ce recueil de poèmes. Il faut le faire connaître. Le récit. Est-ce qu'il y a des projets dans ce genre, dans ce sillage? Bon, le projet immédiat, c'est qu'il soit distribué à l'échelle nationale déjà. Il fait son petit bonhomme de chemin. Oui, j'ai eu énormément d'échos, dont beaucoup ont commencé à me raconter d'autres souvenirs en me disant, écoute, il faut à tout prix que tu continues à écrire. Moi, je vous encourage à recueillir tout ça. Inch'Allah. Il y a aussi aujourd'hui les moyens donc d'enregistrer ces souvenirs d'enfants et de les mettre sur papier. C'est ça, on espère. Il contribue un petit peu à
à pérenniser l'histoire de manière ludique, on va dire. C'est ça, de manière ludique. C'est une lecture plaisir, même si parfois c'est triste. Il y a des anecdotes rigolotes parfois, absolument, etc. Mais disons que c'est... On est dans le monde de l'innocence. Exactement. Bien, nous aussi, on termine avec un questionnaire un peu ludique. Vous êtes plutôt mer ou montagne? Les deux. Non. Je peux pas. Un seul choix. C'est trop dur. Ouh là là, c'est pas la torture. Hein. C'est trop dur. Je vais dire montagne avec vue sur la mer. Vue sur mer, déjà, c'est plus cher. Hein. Oui. Le plat préféré? Pas deux, un seul. Hein. Le plat traditionnel algérien. Chaque région a son plat traditionnel. Et c'est quoi votre plat? Votre J'ai région? goûté à tous les... Non, le couscous, on va dire. Le couscous, c'est incroyable. Hein. Les gens adorent le couscous. Mais vous avez la charchoucha, vous avez la trida. Oui, tout dépend. Mais vous, c'est le couscous. Oui. Très bien. Le fruit? La figue du printemps, le bakor. Oui, du printemps. Hein. Oui. La figue du printemps, le bakor. Oui, c'est le printemps, c'est enfin, on va dire début de l'été. Il est vert, oui. Bakor. Très bien. On l'appelle bakor parce qu'il est précoce. C'est la figue précoce. Bakr. Voilà. Alors que le kharif, c'est l'automne. C'est l'automne, ça arrive en automne. Très bien. Quels sont vos auteurs algériens préférés? Allez, les grands classiques. Non, auteurs, deux ou trois. Allez, rapidos, deux ou trois, on n'a plus le temps. Pharaon, Dib, tous. Ouais, Pharaon Dib. Moi, je retiens Pharaon Dib. Allez, le livre algérien qui vous a marqué? Nejma. Ou deux, Nejma. Donc, Katib Yassine. Oui, qu'on a étudié au lycée. Bien sûr. Oui. Et les auteurs étrangers? Amin Malouf, Dostoïevski, Tolstoï, les grands classiques, les anglophones, comme j'ai quand même fait de l'anglais. Donc, La chanson que vous pouvez écouter en boucle, algérienne, bien sûr. Celle de Grouabi, Habs Malta. Malta, c'est très beau. Non, c'est très belle chanson. Voilà. Un bon choix. Bon choix. Le chanteur, votre chanteur préféré? Ferra. Algérien? J'arrive pas, je les aime tous. Oui, un seul. C'est injuste. Un seul. Injuste. Oui, bah, c'est ça. On va dire Lanka. Menguellet. Voilà, je tranche pour Menguellet. Vous tranchez pour Menguellet. Bien. Le mot que vous aimez? Sincérité. Celui que vous détestez? Malhonnêteté. Bien. Le dicton que vous adorez? Qui veut voyager bien, ménage sa monture. Celui que vous détestez? En arabe ou en français? Ça vous n'aimez pas? Parce qu'on a tendance à procrastiner en espérant c'est le la meilleur. Passivité. Voilà. Hein? On reste là, on croise les bras et on attend. C'est ça. Oui. Ça vous n'aimez pas, bien sûr. Très bien. Vos trois passions? La lecture, la nature, les activités manuelles. Très bien. Alors, la couleur? Le vert. C'est l'espoir. Bien. Safia Belhoussine Zmirli, merci beaucoup. Et j'espère qu'on va vous recevoir bientôt avec d'autres ouvrages, un roman ou d'autres... Inch'Allah, merci beaucoup. Et à mes auditeurs, donc, merci beaucoup. À auditeurs, je vous dis donc bon week-end, à la semaine prochaine. Et je vous rappelle que l'émission sera donc rediffusée dimanche. Au revoir et merci.